Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous allez voir, il ne s'agit pas d'un top 5, d'un challenge, mais tout simplement d'un petit résumé de mes dernières lectures. Malheureusement, depuis la dernière fois, je pense que c'était vers le 4 ou 5 novembre, je n'ai pas lu énormément. J'ai du mal à m'organiser ces derniers temps, entre les 36 heures de boulot, les 4 heures de sport hebdomadaires environ, les sorties avec les amis, la famille, les discussions, tout ça, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à bloguer. Donc il faut vraiment que je retrouve une organisation un peu meilleure que celle que j'ai eue ces derniers jours, parce que là ça va pas du tout. Et j'espère que ça ira mieux au mois de décembre. Avant de vous présenter mes 4 lectures, je voulais vous remercier vraiment infiniment puisque nous sommes plus de 2000 abonnés à cette chaîne. Merci, 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 c'est génial, j'arrive même pas à imaginer ce que ça peut faire 2000 personnes dans une salle en fait. Donc c'est super, merci d'être présent, merci pour vos commentaires, vos encouragements, votre soutien. C'est super important, ça fait vraiment plaisir et surtout dans des périodes comme ça qui sont un petit peu chargées, ça motive encore plus à trouver le temps pour vous faire des vidéos, alors merci d'être là, merci, merci, merci. La dernière fois je vous laissais avec Tiré à 4 épingles de Pascal Marmé aux éditions Michalon. J'avais juste commencé, je pense que j'avais lu quasiment une centaine de pages, donc en fait non, j'avais bien avancé. A priori c'était plutôt bien parti, donc depuis le temps je l'ai terminé. C'est un livre qui est assez court, qui fait un peu moins de 270 pages. Un roman qui se lit très vite. C'est plutôt une enquête policière qui se déroule dans notre Paris contemporain. On évolue entre la gare de Lyon, le 36 quai des Orfèvres, le musée du Louvre et puis quelques appartements de la capitale. On va parler d'art africain, on va découvrir une femme qui est tuée dans son appartement, qui a un passé un petit peu trouble, elle semble être une veuve noire, avoir eu plusieurs maris, mais elle n'a jamais été inquiétée puisqu'à chaque fois que les précédents maris étaient tués, elle n'était pas présente sur les lieux du crime, enfin, ou des accidents, donc elle est un petit peu mystérieuse, on ne sait pas trop qui est cette femme, si vraiment elle est coupable ou si au contraire c'est une victime. Il va y avoir toute une affaire d'art africain derrière, de collectionneurs, de marché noir. Je ne vous en dis pas plus. C'est court, c'est plutôt bien mené, c'est rythmé, c'est même un peu trop court à mon goût en fait. Je pense qu'il y avait du potentiel pour ajouter au moins une centaine de pages pour développer, enrichir un petit peu et l'intrigue et surtout les personnages. Et il y en a pas mal, ils sont hauts en couleur, mais malheureusement ils sont juste ébauchés et c'est dommage puisque vraiment ils avaient du potentiel. Sans entrer dans le cliché, sans être caricaturaux, ils étaient vraiment bien différenciés avec des traits de caractère bien affirmé et je pense que ça aurait été pas mal de développer ça, d'aller plus loin, de gratter pour faire des personnages plus marquants, plus empathiques et donc au final faire que la lecture soit plus marquante, plus extraordinaire puisque là pour le coup c'est une lecture sympathique mais on l'oublie vite, elle n'est pas inoubliable. Voilà, donc il y a de bonnes bases mais le roman aurait mérité à mon goût d'être encore un peu plus travaillé pour aller plus en profondeur et devenir plus un roman qu'un scénario. Depuis le début du mois, j'écoute Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Audiolib et c'est lu par Cachou Kirsch. Il s'agit d'un livre audio. C'est la deuxième fois que je tente l'expérience du livre audio. À vrai dire, je ne suis toujours pas fan, je ne suis toujours pas convaincue. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est lent. Alors c'est agréable d'avoir quelqu'un qui nous lit une histoire, surtout que Cachou Kirsch ici lit très bien, c'est pas le problème, mais c'est juste que ça me paraît hyper long. Quand j'ai un livre sous les yeux, je ne pense pas être quelqu'un qui lit très très vite, mais j'arrive quand même à avancer assez rapidement et à tourner les pages assez rapidement. Là, on peut pas avancer, on peut pas appuyer sur accélération, sur lecture plus rapide, c'est pas possible. Et donc ça dure plus de 11 heures et j'avais l'impression de ne pas voir le bout. Et surtout avec le livre audio, le problème c'est que je manque de concentration. Donc j'essayais d'écouter ça quand j'allais au travail le matin ou quand je rentrais sur le chemin puisque je fais tout à pied. Ou alors quand j'étais chez moi, quand je faisais mon ménage, ma lessive. Bref, quand je faisais pas une activité qui me demandait beaucoup de concentration.
et donc qui me permettait d'être plus concentrée sur la voix de la narratrice. Malheureusement, je me rends compte qu'avec ce système-là, je ne retiens pas grand-chose. Je pense que j'ai une mémoire qui est plus visuelle que auditive, et donc je retiens plus mes lectures quand je les lis moi-même, quand j'ai les phrases sous les yeux, plutôt que quand on me la lit. Voilà, j'avais l'impression parfois d'un jour à l'autre de ne plus me souvenir de ce que j'avais entendu la veille, et pourtant j'étais bien réveillée, hein, et pourtant j'étais plutôt concentrée il me semble, mais difficile de remettre les choses à leur place. Voilà, donc je pense que le livre audio n'est pas fait pour moi, et malheureusement, si vous voulez, ça n'a pas gâché ma lecture puisque ça a quand même été une très bonne lecture, mais je pense que j'en aurais encore plus profité si j'avais pu lire ce livre normalement de moi-même avec un livre papier. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est un grand classique de la littérature américaine des années 60. L'histoire se passe dans les années 30 dans une petite ville des États-Unis et en fait on va suivre le point de vue unique d'une petite fille qui s'appelle Jean Louise Finch, qui est surnommée Scout ou Scout à la française. Et on va la suivre entre sa 6e et sa 9e année globalement. À travers ses yeux de petite enfant naïve, on va découvrir l'histoire de cette petite ville. On va suivre ses jeux avec son grand frère qui s'appelle Jérémy, surnommé Jem. On va suivre un petit peu de loin, plus ou moins, enfin en tout cas la majeure partie du temps, le travail d'avocat du papa qui s'appelle Atticus Finch. D'ailleurs les enfants l'appellent plus souvent Atticus que papa ou père. C'est quasiment à 90% Atticus. Les deux enfants vivent avec leur papa célibataire qui fait de son mieux et en compagnie également de Calpurnia, la cuisinière gouvernante noire de la maison. On va suivre les premiers pas de la petite Scout à l'école. Elle va avoir du mal à s'intégrer puisque la petite fille est très avancée, elle sait déjà lire, elle a une imagination et une réflexion qui est vraiment très développée pour son âge. Je vous rappelle qu'au début elle n'a même pas 6 ans et donc elle va avoir du mal à s'intégrer dans cette classe et surtout à s'entendre avec sa maîtresse, avec son enseignante qui a une méthode assez particulière et qui ne comprend pas qu'une petite fille puisse déjà arriver à l'école en sachant lire. Donc la petite Scout va devoir s'adapter, va devoir régresser entre guillemets, en tout cas ne pas montrer toutes ses capacités et ça va être un petit peu compliqué. Voilà, on va suivre le quotidien de cette petite fille à travers ses yeux. C'est hyper bien écrit. Ça reste très simple dans la forme, dans la plume, mais en même temps c'est hyper percutant, hyper intense, hyper fort. On s'imagine vraiment dans cette petite ville des États-Unis des années 30. Donc ça c'est le point super positif. La petite déception vient du fait que la 4e de couverture nous vend une histoire de procès entre un jeune homme noir et une jeune fille qui l'aurait a priori violée, une jeune fille blanche évidemment. Alors certes, ce passage arrive, mais arrive très tardivement. Et en fait, d'après la 4e de couverture, on pourrait s'imaginer que cette partie de l'histoire est celle qui prendrait le plus de place. Et en fait, le pourcentage de chapitres qui sont dédiés à ce procès, c'est vraiment un pourcentage très faible. C'est très intéressant, enfin j'ai adoré les passages du procès, je pense que c'était là où j'étais le plus concentrée, où je voulais connaître le fin mot de l'histoire, mais c'est aussi finalement ce qui prend le moins de place dans le récit, donc ça peut être un petit peu trompeur. Bien sûr, dans toute l'histoire, on a cette atmosphère typique des États-Unis des années 30, où les noirs sont encore très mal perçus, il y a très peu de mélange entre noir et blanc, les noirs sont les esclaves et on n'hésite pas à cribler un noir de balles alors qu'on refuse de tirer sur les oiseaux moqueurs, d'où le titre du livre. Voilà, c'est une atmosphère, une vision qui est très bien rendue, c'est un beau témoignage, intense, qui mêle tristesse et rire grâce à la narration de la petite fille, mais je m'attendais à ce que, voilà, concrètement, ce clivage entre noir et blanc soit encore plus présent dans l'histoire, d'où ma petite déception. En même temps, ça reste hyper bien écrit et ça reste rempli d'émotions, comme je vous le disais, grâce à la narration unique de Scout. Alors que je dois avoir au moins 800 livres dans ma pile à lire, j'ai eu envie de relire un livre que j'avais adoré quand je l'ai découvert en 2007 a priori, c'est la date que j'ai marquée dans le livre. J'avais adoré à l'époque et en fait j'avais envie de le relire pour voir
ce que j'en pensais avec 8 années supplémentaires. Et surtout, après ma lecture coup de cœur de La Voix des Oracles de Estelle Fay, je ne sais pas comment ça se dit, que je vous ai présenté la dernière fois, j'avais envie de me replonger dans une lecture qui se déroulait un petit peu dans cette antiquité gallo-celtico-romaine, je ne sais pas trop comment dire ça, bref, avec les anciennes traditions, le conflit avec la religion chrétienne, j'avais envie de ça, j'avais envie de voyager dans cette période-là, donc j'avais envie de relire ce livre. Il s'agit du premier tome des Descendants de Merlin de Irène Radford, et ce premier tome s'appelle Vraine. Il est publié aux éditions Point, collection Fantasy. Vous devez sans doute vous demander, est-ce que cette relecture a été à la hauteur de mes attentes? Eh bien oui, c'est encore un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Adoré, adoré. Elle m'a tenu pas mal de temps puisque ça fait quasiment 800 pages. C'est un pavé, c'est écrit assez densément. Mais en même temps j'avais envie d'avancer parce que j'étais très bien dans cette lecture et en même temps j'avais pas envie de la quitter justement tellement j'étais bien. Les Descendants de Merlin, en tout cas ce premier tome, j'ai lu les tomes 2 et 3 donc en 2007 quand j'avais acheté les livres. Les tomes 2 et 3 étaient un peu moins bons, je trouve. Je les relirai très vite puisque j'ai envie de connaître la suite. Mais ce premier tome, je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur. J'adore le contexte, j'adore l'héroïne dans laquelle je me reconnais beaucoup. C'est bizarre de dire que je me reconnais énormément dans cette héroïne puisque c'est un contexte complètement différent, puisque c'était une héroïne un petit peu particulière, donc c'est bizarre de dire qu'on peut se reconnaître en elle. Mais voilà, Vraine, c'est vraiment une jeune femme qui m'a touchée, m'a marquée et me marquera encore pendant quelques années. Et je pense que dans quelques années, j'aurai à nouveau envie de relire ce livre parce que je m'y sens bien. Irène Radford nous dit dans sa préface que elle est une grande fan de Marion Zimmer Bradley qui a écrit Les Dames du Lac, que je vous ai mis là, en fait c'est en plusieurs tomes mais je vous ai juste sorti le premier tome, que j'avais aussi beaucoup aimé quand je l'ai lu. Il s'agit d'une réécriture de la légende arthurienne, mais du point de vue des femmes. Alors Irène Radford le dit dans sa préface, elle s'est beaucoup inspirée de cette réécriture féminine pour sa trilogie et notamment pour ce premier tome. Effectivement, on va retrouver des éléments un peu à la Marion Zimmer Bradley. Alors justement, c'est un contexte... Enfin, l'auteur part vraiment du point de vue féminin. On va suivre notamment 4 héroïnes principales. Je vous les cite tout de suite. Donc Vraine, l'héroïne, celle qui nous raconte l'histoire. Nimue, une jeune femme... à laquelle elle va devoir se confronter et qui est pas très sympathique. Morgane, donc la fée Morgane qu'on connaît assez régulièrement et qui pour le coup dans Les Dames du Lac est le personnage principal, qui là n'est pas forcément très sympathique non plus. Et enfin Guenièvre, qui est pas vraiment principale, on la voit juste un petit peu, mais c'est quand même une figure assez forte dans cette histoire, qui justement fait le lien entre ancienne tradition et nouvelle religion chrétienne, qui était déjà aussi le cas dans Les Dames du Lac. Alors vous allez vous dire, mais en fait c'est un copier-coller, ça sert à rien d'avoir refait un livre. Non, puisque dans Les Dames du Lac, certes on a l'aspect ancienne religion, ancienne tradition, nouvelle religion, mais là je trouve qu'on passe un cap au-dessus, puisque Irène Radford développe énormément le côté ancienne tradition, rituel. On a vraiment une atmosphère très mystique avec la présence hyper marquée de la terre, comment vous dire, de la magie primitive, des énergies liées voilà, à la terre, aux plantes, aux arbres, à l'eau, enfin bref, aux quatre éléments. Chose qui transparaissait un petit peu dans Les Dames du Lac avec le côté Avalon, les rituels des prêtresses d'Avalon, etc. Mais là, c'est vraiment le cap au-dessus. Alors c'est pas non plus de la fantaisie pure et dure où vous allez avoir de la magie à la Harry Potter, non c'est pas ça, là c'est vraiment de la magie naturelle, on y croit et je trouve que c'est le côté qui est hyper bien amené et qui fait que j'adore ce livre. On s'y croit et cette atmosphère, cette ambiance de magie, d'ancienne tradition primitive,
je trouve ça c'est très très fort et c'est très prenant et j'adore ça, j'adore cette atmosphère là, j'adore ce contexte, ça me parlait énormément. On va effectivement se retrouver en plein cœur de la légende arthurienne, donc on va retrouver Arthur, on va retrouver Merlin, tous les personnages qui font la légende arthurienne que l'on connaît, et on va surtout suivre cette histoire dans le conflit entre ancienne tradition et religion chrétienne. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que l'auteur nous le dit à travers les mots de sa narratrice principale, Vraine, que quelle que soit la religion, il y a du bon et du moins bon, il y a des extrémistes. Elle nous apporte le message que quel que soit le dieu ou les dieux auxquels vous croyez, auxquels vous êtes fidèles, finalement le message est le même, c'est un message d'amour, d'harmonie, d'équilibre. Et je trouve que c'est bien amené ici. On pourrait avoir peur que Irene Radford fasse l'apologie des anciennes traditions, de ce qui se rapproche de ce qu'on appelle la Wicca, enfin dernièrement, ces dernières années, cette tendance New Age. Mais non, là, elle nous fait comprendre que et ben dans ces anciennes traditions, il y a des prêtresses qui sont extrêmes, qui ne comprennent pas et qui ratent un petit peu le message d'équilibre et d'harmonie, d'amour, et c'est dommage. Et oui, dans la religion chrétienne, qui est une religion qui est en train de monter à cette époque-là, il y a des prêtres qui sont pleins d'amour, qui ont une aura rayonnante et qui apportent le bien autour d'eux, le bonheur, l'amour, et il y en a d'autres qui sont totalement extrêmes et qui veulent absolument détruire les anciennes traditions. Voilà, il y a du bon et du mauvais dans les deux, et j'aime bien ce côté équilibre, harmonie. D'ailleurs, c'est des mots qui reviennent assez souvent, qui sont liés justement à ces anciennes traditions, à ces anciennes religions. L'important, c'est l'équilibre, l'harmonie. C'est toujours, si vous, quel que soit l'action que vous allez créer sur le monde, sur votre entourage, il faut qu'il y ait un pendant à côté pour équilibrer. Bref, je m'emporte, je digresse. Je vous raconte quand même assez vite qui est Vraine, cette héroïne que j'ai adorée. Donc Vraine, c'est la fille du Merlin. Donc le Merlin que l'on connaît, mais le Merlin druide plus mystique. Le Merlin qui est là parce qu'il a une mission sur Terre, il est mandaté par les dieux pour sauvegarder la Grande-Bretagne, pour éduquer celui qui sera le chef ultime, donc Arthur Pendragon. Et donc, il ne doit pas fauter, lui, pour pouvoir prédire l'avenir, pour pouvoir continuer sa mission. Il doit rester chaste et vierge toute sa vie pour continuer à avoir du pouvoir. Or, c'est ce qu'on découvre dans le premier chapitre, dans le prologue, lors d'une fête de Beltane, il va être poussé par les dieux à commettre la faute avec la grande prêtresse qui s'appelle Deirdre à la française, Deirdre à l'irlandaise, et de cette seule union va naître la petite Vraine. Et en fait, les dieux ont accepté cette union, ont poussé cette union parce que Vraine va avoir une mission, va avoir une destinée, elle va avoir un impact dans sa vie sur les membres de la légende arthurienne qu'on connaît, notamment Arthur. C'est un personnage que j'aime beaucoup. On la découvre quand elle est enfant, elle grandit, elle va passer plusieurs années à Avalon pour apprendre les préceptes des anciennes religions, pour devenir prêtresse. Et elle va ensuite devoir partir d'Avalon et entrer de plein pied dans cette légende arthurienne, retrouver son ami d'enfance Arthur, qui ne s'appelait pas Arthur à l'époque, qui avait un surnom. Malheureusement pour elle, et heureusement, elle va être un pion pour les dieux. Elle va devoir accepter le mariage avec un homme violent parce que c'est là qu'elle doit être, parce que voilà, c'est son destin. Et au fil des pages, on va se rendre compte que cette petite fille, cette jeune femme, n'est pas forcément maîtresse de son destin. Elle doit subir ce que les dieux ont choisi pour elle. Et en fait, j'aime énormément la façon dont elle réagit. Ok, elle n'a pas une vie heureuse, ok, elle a été obligée de se marier avec un type horrible qui est violent, qui est incestueux avec sa fille aînée, qui s'appelle Nimue et qui sera la grande ennemie de Vraine tout le long de l'histoire. Mais malgré tout, elle fait toujours de son mieux.
elle fait toujours en sorte, voilà, de trouver un équilibre, d'être là pour les enfants qui vont naître de ce mariage horrible. Elle est là pour son peuple, puisqu'elle devient maîtresse d'un domaine avec ce mariage, et donc elle va être là, voilà, pour équilibrer, pour harmoniser. Elle va faire de son mieux. Alors elle va faire des erreurs, elle va douter, elle va parfois être très malheureuse, parce que oui, elle n'a pas une vie facile, mais en même temps, elle va toujours avancer, et elle va toujours réussir à percevoir ce qu'il y a de bon dans sa vie, elle va toujours trouver le positif, elle va toujours avancer. Et Vren, c'est une héroïne que voilà, j'adore, j'ai adoré. Alors c'est un peu triste, un peu mélancolique, parce que à la fin de ce tome-là, on la quitte. Dans les tomes suivants, on va découvrir ses descendants, donc là on a l'histoire de sa vie globalement. Et au final, on se dit, bah, elle n'a pas eu une vie forcément heureuse, je vous en dis pas bien plus, mais en même temps, elle a su trouver le bonheur dans ce qu'elle avait, dans ce qu'elle possédait, et surtout dans ce qu'elle pouvait offrir aux autres. Voilà, donc Vren, c'est vraiment une héroïne que j'adore, et qui m'émeut beaucoup. J'ai eu beaucoup d'empathie, elle m'a énormément touchée et je suis très attachée à elle. Et là je viens juste de finir le bouquin, mais j'ai limite envie de le relire tout de suite tellement je me sens bien dans cette histoire. Je vous présente rapidement ma lecture en cours, qui est le deuxième tome de Spice and Wolf de Izuna Asekura, illustré par J.Yu Ayakura aux éditions Ophelb. Alors le premier tome, oui, j'avais été un petit peu mitigée. L'histoire en elle-même m'avait plu, c'est pas le côté marchandage économique qui m'avait gênée, contrairement à pas mal de lecteurs. C'est plus le fait que je n'avais pas trop compris les personnages, leurs relations. C'était un petit peu bizarre comme personnage, notamment Holo, qui est la déesse des moissons, qui a un caractère assez particulier. Je vous l'avais dit dans d'anciennes vidéos, et puis sur la chronique du premier tome. En fait, c'est ce genre de personnage qu'on retrouve dans les mangas, qui est à la fois très touchant, très attachant, et en même temps hyper agaçant par certains côtés. Et c'était vraiment exacerbé dans le premier tome. Là, elle me paraît un peu plus, pas posée, parce qu'elle a toujours des côtés très agaçants et très superficiels et un peu expansifs. Mais en même temps, elle me touche un peu plus. Pareil pour le personnage masculin, Lawrence, qui me paraît plus humain, un peu moins avec un caractère artificiel. Je le comprends un peu plus, il me touche un peu plus. Donc déjà, le côté relationnel m'attire plus. J'ai lu 182 pages, donc je suis un peu moins de la moitié. Et je trouve que c'est plus fluide. Côté histoire, on continue le voyage vers le nord pour découvrir le village d'origine de Holo, qui veut retrouver ses origines justement. Donc on les suit sur la route, ils vont s'arrêter dans une ville où il y a un festival. Donc Lawrence va demander pas mal d'informations pour découvrir la ville natale de Holo. Et en même temps, il va y avoir une espèce de conflit, de duel avec un autre marchand qui tombe amoureux de la jeune fille, enfin, ou de la jeune déesse. Et Lawrence va devoir se battre. Et donc le duel va plus être du côté du marchandage, comme d'habitude, puisqu'on reste quand même du côté de l'économie. C'est quand même un des aspects du livre, de l'histoire. Peut-être un peu moins marqué que dans le premier tome pour le moment, mais en tout cas c'est quand même présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé avec ma digression et mon waouh concernant le premier tome des Descendants de Merlin. J'ai vraiment envie de le faire découvrir au maximum de gens, surtout à ceux qui aiment la légende arthurienne, et notamment Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, puisque je trouve que c'est un bon complément, une bonne façon d'approfondir encore plus le côté ancienne tradition et le côté féministe de cette légende arthurienne. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Merci, merci, merci encore une fois pour les 2000 abonnés. Je pense que je mettrai en place un concours dès que possible. Je ne sais pas du tout quelle forme ça prendra. Je ne sais pas du tout ce qu'il y aura à gagner à la clé. Je vais y réfléchir, je vais y penser. Je mettrai peut-être ça en place aux alentours de Noël, comme ça, ou peut-être un petit peu avant. Ça pourrait faire un cadeau à ouvrir au pied du sapin. Je ne sais pas, je vais réfléchir à tout ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne nouvelle semaine, de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt. Merci et à bientôt.